j'espère que normalement le son passe bien, normalement c'est le cas. Je suis Agatha Liévin-Bazin, je suis doctorante en éthologie, c'est-à-dire que je suis une apprentie docteur, je suis en 3e année de thèse. En vrai, je travaille sur l'empathie chez les animaux, donc pas du tout là-dessus. Bon, ok, cool. Et aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'utilisation d'outils chez les animaux. Alors pour ceux qui m'ont déjà parlé de l'intelligence animale, parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille, et donc l'utilisation d'outils, on va dire que c'est une espèce de spécialisation de l'intelligence animale, parce que les animaux sont capables de plein de choses, mais l'utilisation d'outils, c'est quand même assez fun de voir qu'ils peuvent faire plein de choses dans la matière. Donc, pour commencer tout ça, hop, alors il faut que je me remette dans la bonne fenêtre, comme d'habitude. Tic, tac. Voilà, donc je vous ai mis un petit plan détaillé sur ce que je comptais aborder. Alors ça reste un petit peu du survol, hein, bien sûr, mais vous donner un panel pour voir ce qui existe dans le monde animal et quel genre d'utilisation d'outils. Et déjà, qu'est-ce qu'une utilisation d'outils? Donc on va commencer par une introduction avec un historique, à partir de quand on s'est rendu compte que nous n'étions pas seuls à savoir utiliser des outils. Une définition de ce que c'est qu'un outil, une utilisation d'outils, parce que là aussi tout le monde n'est pas d'accord. Utiliser ces outils. Et ensuite, j'ai choisi de vous illustrer tout ça avec des exemples à travers le règne animal, des invertébrés aux mammifères. Et pour finir, je voulais m'attarder un petit peu sur ce qui est la capacité la plus compliquée, parce que utiliser un outil c'est une chose, mais être capable de le fabriquer c'en est une autre. Donc je voulais vous revenir un petit peu là-dessus et voir quels étaient les super champions qui étaient capables de fabriquer des outils donc dans des conditions données et qui étaient capables de réaliser tout ça. Donc là aussi, alors je suis pas une méga balèze de l'informatique, alors si vous voyez tous les fenêtres que j'ai ouvertes devant moi, c'est un petit peu, voilà. Donc je vais essayer de suivre le Ask.fm en même temps, donc si vous avez des questions, si vous m'entendez mal, si vous trouvez que ce que je vous raconte n'est pas clair ou est totalement absurde, vous pouvez essayer de le dire et je vais essayer de le lire. Hein, on va faire ça. Attends, bravo Keta, bravo. Voilà. Donc alors attendez, je vérifie juste ceci au niveau de voilà de Mozilla et au niveau du Ask.fm pour vos questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Ok, ça y est, je vois le Ask.fm. Merveilleux. Donc je referme le Ask.fm et je retourne sur ma présentation. Allons-y. Alors, une courte introduction. Donc les outils, ils ont été utilisés par l'homme à toutes les époques depuis le paléolithique, donc ça fait un petit moment, vous savez, l'âge de la pierre taillée, tout ça. Donc l'utilisation des silex qu'on a pu retrouver, donc des hommes préhistoriques qui travaillaient ces pierres pour de multiples usages, que ce soit pour les armes ou pour dépecer une peau de bête pour se faire des vêtements, etc. De plein d'outils différents pour travailler au niveau de l'agriculture. Et enfin, encore une illustration donc médiévale, où on voit quelqu'un qui, pareil, fait la moisson. Donc répandu depuis un certain nombre d'années à travers les époques, et donc avec des fonctions diverses et variées. Donc là aussi je vous ai mis plein d'illustrations. On voit des femmes qui pilent le mil, quelqu'un donc qui fait du travail d'aiguille. À côté vous avez donc des charpentiers, et enfin quelqu'un qui tire à l'arc dans le Japon ancien. Donc plein de fonctions variées, que ce soit pour la chasse, pour se loger, se vêtir, se nourrir. Les outils font partie de notre quotidien et servent à plein de niveaux différents. Et ce qui était assez intéressant, c'est que au fil des époques, nos outils se sont complexifiés. Donc je vous ai donné des exemples d'ordinateurs qui étaient donc d'une taille relativement impressionnante. Et enfin donc nos derniers gadgets technologiques avec une tablette et donc les différentes applications tactiles et tout ça que l'on peut trouver aujourd'hui. Pour un rapide rappel historique, donc comme ça vous pourrez vous la péter en société, le premier outil que l'on a retrouvé dans une civilisation humaine, il datait de 2,3-2,6 millions d'années, avec ce genre de pierre taillée comme je vous ai mis en illustration. On trouve des outils chez beaucoup d'humanoïdes, d'humains même, pas humanoïdes, d'espèces de nos ancêtres, donc chez Homo habilis, Homo ergaster et Homo sapiens.
Donc ça existait depuis un petit moment. Donc les plus anciens, type Australopithèque, hommes de Java, etc., jusqu'à présent on n'a pas trouvé de traces. Et on a trouvé des outils partout dans le monde. Donc vous avez une carte, je ne sais pas si vous pouvez voir, où il y a des endroits qui sont fléchés. Vous avez donc en Angleterre, en Espagne, en Italie, dans le nord du Maghreb. Vous avez plein de choses forcément au niveau du Rift, au niveau Kenya-Tanzanie. Vous avez aussi des choses en Inde, etc. Donc, et puis vous avez une illustration tout en bas avec Saint-Akeul, Théoden et Unsgi, donc en Inde, en Algérie et en France, avec différents types d'outils. Donc quelque chose que l'on partage depuis très longtemps avec tous nos petits camarades autour de la planète. Et donc là vous avez une petite frise aussi historique pour voir donc les galets façonnés, les bifaces, les coups de poing taillés que l'on trouve 500 000 ans avant Jésus-Christ, les perçoirs pour trouer la peau, enlever la peau dans les proies, et ensuite des choses plus loin, les harpons en os pour donc pêcher, et ensuite des trucs encore plus subtils avec les haches, décidément ça va être dur aujourd'hui, et les pointes de flèche, donc plein de subtilités et d'usages de plus en plus fins et délicats. Voilà. Mais qu'en est-il chez les autres animaux? Parce que nous sommes des animaux comme les autres, mais qu'est-ce qu'on partage avec eux de ce point de vue-là? Alors donc je vous ai mis une illustration, si je ne m'abuse, de Kenzie, qui imitait un humain qu'elle avait vu tripatouiller une poêle, etc. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'elle sait cuisiner et qu'elle sait utiliser une poêle ou un bas, mais elle avait vu des humains le faire, et par imitation, elle faisait les mêmes gestes. Je ne garantis pas du tout que sa mixture ait pu être mangeable, et je ne pense pas qu'il y ait de feu sous la casserole, enfin sous la poêle. Mais voilà, donc qu'en est-il chez les autres animaux? De manière sauvage, ma présentation en PDF, parce que d'un point de vue technique, j'ignorais que ça ne passait pas en PowerPoint. Donc j'ai dû enlever toutes mes animations, donc je suis désolée, ça vous enlève le suspense et certaines choses, mais on se contraint aux techniques. C'est encore tout nouveau, tout neuf, le concept d'SGF on the web, on fait des choses un peu conceptuelles. Donc voici, donc ce que je voulais vous raconter d'un point de vue purement historique, c'est que là vous avez un timbre à gauche, un timbre du Liberia qui date de 1906, où l'on voit, donc c'est en petit mais j'espère que vous pouvez le voir distinctement, on voit un chimpanzé qui tient une brindille à côté d'une termitière. Donc ça veut dire qu'en 1906, on savait que les chimpanzés, ils utilisaient des brindilles pour aller dans les termitières. En tout cas, ça figurait sur les timbres, donc il y a bien des gens qui l'avaient observé, qui l'avaient constaté. Et en 1951, vous avez Harry Beatty, qui lui a observé donc des singes qui prenaient des... Donc c'est la première observation qui a été quantifiée et publiée dans un journal scientifique, 1951. Donc ça veut dire qu'avant ça, l'utilisation d'outils, c'était un des critères pour différencier l'homme de l'animal. Donc voilà. Parce qu'on a toujours essayé de trouver le caractère d'exclusion, qu'est-ce qui nous différencie de manière cruciale des êtres humains. Pendant longtemps on a cru que c'était le rire, pendant longtemps on a cru que, ce qui n'est pas le cas, et pendant un moment on pensait que c'était l'utilisation d'outils. Bon, et ensuite ce qui s'est passé, c'est que Jane Goodall, qui faisait partie du fameux trio de primatologues qui dans les années 60 allaient chacune étudier des grandes espèces de singes, donc elle bossait avec les bonobos, alors qu'à côté de ça, vous aviez Diane Fossey avec les gorilles et Birute Galtigas avec les orang-outans. Alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est au Congo, enfin bref, au fond de l'Afrique, là où il y a des chimpanzés sauvages. Et elle a observé donc cette fameuse utilisation d'outils, et son chef, entre guillemets, parce que elles étaient toutes les trois supervisées par un primatologue qui s'appelait Henry Leakey. Et il a dit, bon, alors j'avais ma superbe citation qui est sous mon cache, je suis désolée, donc vous allez devoir me croire sur parole, qui disait que en fait, jusqu'à présent, l'utilisation d'outils était réservée aux hommes, sauf qu'on l'avait vu chez les chimpanzés. Alors, soit on modifiait la définition d'outils, soit il fallait considérer les chimpanzés comme des humains. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé la définition. Voilà. Donc, pour faire un rapide inventaire de ce que l'on sait et de ce qui existe, c'est les merveilles de la science, rien n'est fixé, tout évolue sans cesse. Donc peut-être que ce que je vous raconte là ne sera plus du tout valable dans 2 ans, parce qu'on va faire une découverte qui va nous chambouler totalement, on ne sait pas.
Donc je vous représente ça, bien sûr sous réserve de modifications ultérieures, c'est voilà, les merveilles de la science. Et donc ce que l'on sait au niveau de l'utilisation d'outils, c'est que c'est répandu très largement dans le règne animal, mais qu'à l'heure actuelle, selon la définition d'outils, on y reviendra parce qu'elle peut être soumise à critique et à commentaires, on voit des outils utilisés chez toutes les classes d'animaux, sauf chez les amphibiens, donc les grenouilles, les crapauds, et les myriapodes, c'est-à-dire les mille-pattes. Alors après, il y a des choses qui se discutent, parce qu'on a observé que par exemple les grenouilles, elles se balançaient de la terre pour se camoufler, et pour ensuite aller manger, donc elles se... Voilà. Est-ce que la définition, qui bien sûr a été institutionnalisée par d'autres chercheurs selon l'observation, ne vont pas forcément dans ce sens-là. On reviendra là-dessus. En revanche, on a observé de l'utilisation d'outils chez les invertébrés, comme les pieuvres, chez les poissons, les reptiles, avec ici mon superbe exemple de crocodile, qui en plus encore, qui fait encore polémiquer, chez les oiseaux, et enfin chez nos plus proches cousins, les mammifères. Alors, avant toute chose, je vais faire chauffer vos neurones, et je vais vous donner ce que l'on appelle la définition d'outil. Car en science, avant de vouloir parler de quelque chose, il faut quand même qu'on s'entende sur les termes et qu'on dise tous la même chose. Donc, l'utilisation d'outils. Selon Goodall, en 1970 et Beck en 1980, un outil, c'est un objet externe détaché de son substrat, branche qui est toujours fixée à l'arbre, ce n'est pas un outil. Il faut que vous utilisiez la branche et que vous la teniez dans votre main et que vous l'utilisiez pour faire quelque chose de précis. Bon. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux, et donc vous avez Hauser en 2000, qui lui a écrit que l'objet qui a été modifié dans un but précis, ou bien un objet inanimé qui est utilisé ou modifié de manière à provoquer un changement d'environnement afin de faciliter l'atteinte d'un but. Donc ce que l'on retrouve tout de même s'il y a quelques nuances dans ces deux définitions, c'est l'idée d'intentionnalité. On utilise un outil pour réaliser un but précis. Vous n'allez pas prendre un marteau pour vous balader avec, c'est que vous comptez appuyer sur des clous ou faire d'autres choses étranges avec. Mais vous avez un but. Donc là, dans cette deuxième définition, il n'y a plus l'idée de détacher ton substrat. Et il y a l'idée de changer l'environnement. Les gens parlent d'utilisation d'outils, ils n'utilisent pas toujours les mêmes définitions. Donc c'est toujours important de citer ses sources et se dire, moi je me base sur la définition de machin qui a dit que... Ah, comme ça on est d'accord, parce que c'est encore soumis à plein de choses qui changent. Ensuite, une autre définition plus récente, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me bats et j'arrive tout de suite, voilà. Et que l'objet va être déplacé ou conservé pour une utilisation future. Et ça, c'est une définition qui date de 2009. Donc là, c'est encore plus subtil, ça veut dire que l'animal va se trouver l'objet idéal, genre le caillou parfait, et qu'il va se le garder quelque part pour le réutiliser à un autre moment. C'est-à-dire que cette fois, il y a une idée de planification du futur. L'animal va se dire, ok, ce caillou, j'en ai besoin pour faire ça, et ça veut dire que potentiellement, s'il le stocke et qu'il le réutilise, c'est qu'à un moment donné, il va dû se dire, cet outil est adapté pour cette fonction, je risque d'en avoir besoin plus tard, ce qui est une capacité cognitive et d'anticiper ses besoins futurs, c'est très complexe. Et en l'occurrence, donc lui, il utilisait cette idée de planification parce que ça a été observé. Et oui, les animaux vont vous surprendre. Donc voici notre définition, et qu'il est important de noter parce qu'elles sont différentes de la définition d'outils, sinon ce serait trop simple, c'est l'utilisation d'outils. Qu'est-ce qu'une utilisation d'outils? Alors, l'utilisation d'un outil, c'est l'utilisation d'un objet pour altérer la position ou la forme d'un autre objet ou individu. On peut aussi utiliser un outil sur quelqu'un d'autre, comme une arme. C'est-à-dire que vous allez modifier de manière plus ou moins irréversible l'autre individu. C'est un outil. Donc, l'idée, c'est là aussi d'altérer, d'interférer que l'objet de votre action, votre but. L'autre définition qui est plus récente, puisqu'elle date de 1963 et Parker et Gibson de 1979, donc là on va revenir à Beck 1980 et Schumacher 2011, eux ils disent que l'emploi d'un objet environnemental détaché ou manipulable bien qu'attaché, alors ça c'est subtil, détaché, donc soit votre branche toute seule, ou que l'on peut bouger alors qu'il est encore attaché, afin d'altérer de manière plus efficace la forme, la position, la condition d'un autre objet, d'un autre organisme ou de l'utilisateur lui-même,
parce qu'il ne faut pas oublier l'idée qu'un outil, ça peut aussi servir sur soi-même, comme votre brosse à cheveux, votre brosse à dents, vous l'utilisez sur vous-même, ce qui n'était pas précisé avant. Donc, sur vous-même, donc on a un, lorsque l'utilisateur tient et manipule directement l'outil pendant ou avant son utilisation. L'utilisateur est responsable de l'orientation et de l'efficacité avec laquelle il utilise l'outil. Donc eux, ils appuient sur le fait que celui qui utilise l'outil doit vraiment concrètement, pour que ce soit classifié comme un outil. Ce que l'on retrouve dans ces définitions, c'est toujours l'intentionnalité. On utilise un outil dans un but, et que la finalité, c'est l'altération et la modification de l'environnement. Lui, ils mettent des nuances, parce qu'ils disent qu'un objet est forcément détaché de son substrat, pas forcément, parce que bon, des fois, c'est pas rentable d'arracher un arbre pour l'utiliser, et que l'utiliser alors qu'il est sur pied, ça fonctionne aussi. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de subtilités. Une petite dernière pour la route, c'est une définition qui date de 2008, et qui, elle, raconte que l'effort fourni pour le contrôle d'un objet externe manipulable, avec pour but de 1. Altérer les propriétés physiques d'un autre objet, substance ou matériau, la cible qui peut être l'utilisateur d'outils ou un autre organisme, donc on est d'accord, on peut aussi l'utiliser sur soi ou sur quelqu'un d'autre, via une interaction mécanique dynamique. Donc, un outil, il faut faire l'intermédiaire, gérer le flux d'informations entre l'utilisateur d'outils et l'environnement ou avec les autres organismes présents dans l'environnement. Là, ça se complexifie un peu. C'est-à-dire que l'outil peut permettre de gérer donc, le flux d'informations entre l'utilisateur d'outils et l'environnement ou avec les autres organismes présents dans l'environnement. C'est-à-dire que l'outil peut aussi permettre de communiquer avec les autres. Ça se complexifie. Comment ça se fait que... Oui, ok. Voilà, donc pour résumer, il y a des choses qui peuvent ressembler à de l'utilisation d'outils qui, selon cette définition, n'arrivent pas. Donc par exemple, je vous ai mis une image d'un oiseau posé au sol. C'est un phénomène que moi je trouve très intéressant qui s'appelle en anglais l'haunting, A-N-T-I-N-G, de ant qui veut dire les fourmis. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des oiseaux qui se posent au sol, qui écartent les ailes et qui se mettent sur une fourmilière et qui attendent que les fourmis grillent fourmis. Est-ce que ce sont des outils? Puisque ce sont d'autres êtres vivants qui viennent, dans un but précis, débarrasser l'autre oiseau. Enfin, du coup, l'oiseau, il utilise des fourmis dans un but précis. Est-ce que c'est un outil? Voilà. Dans ce cas, on va dire que c'est pas si dynamique que ça, parce que l'oiseau ne bouge pas. Les autres exemples, c'était le tisserin, donc le petit oiseau jaune qui fait un super nid tissé avec attention. Pareil, en fait, c'est pas considéré comme une interaction dynamique, parce qu'en gros l'oiseau il va tisser, mais une fois que c'est tissé, il interagit pas avec son nid. Enfin, il lui sert pour pondre ses œufs, mais il n'y a pas d'interaction dynamique que dans le sens il frotte ou il fait des choses comme ça. Donc là, ça ne compte pas. L'autre image qui apparaît sous la croix, c'était une vidéo que je vous encourage à aller voir, où on voit un héron qui récupère un morceau de pain, qui le jette dans l'eau, et qui attend sagement que les poissons viennent manger. Ça là aussi, ça ne rentre pas dans la définition d'outil. Même si on peut penser que le héron utilise le morceau de pain dans un but donné, puisqu'on le voit refaire la même manip avec des morceaux de pain. Alors j'ai jamais vu l'idée qu'il gardait les morceaux de pain pour plus tard, mais en tout cas, il a refait la même chose et ça a les mêmes conséquences, et il a compris qu'utiliser ça, ça marchait bien. Eh bien, ce n'est pas dynamique avec l'environnement dans le sens où le héron, il lâche le morceau de pain, et que ce sont les poissons qui viennent manger le bout de pain. Donc il n'y a pas d'interaction dynamique entre le héron et l'outil, c'est-à-dire le morceau de pain, au moment où il attrape ce poisson. Voilà. Et ensuite, il y a médiation entre l'environnement et l'utilisateur. Donc là, je vous ai mis comme exemple, j'y reviendrai dessus, des dauphins qui utilisent des éponges molles qui se mettent sur le rostre, c'est-à-dire le bout du museau, pour aller chercher leur nourriture dans les coraux, pour éviter de se blesser. Ils se mettent un petit gant comme ça sur le bout du nez, pour pas se blesser. Et l'autre photo, je sais pas si vous voyez, Canne, qui a un morceau de bois, et qui s'en sert pour sonder le fond de l'eau, pour être sûr d'avoir toujours pied. C'est le seul exemple qu'on a observé chez les gorilles, donc on le chérit parce que c'est le seul que l'on ait. Et là, du coup, ça illustre cette idée que l'outil peut servir d'interaction entre l'environnement et l'utilisateur. Tout ça pour dire, et pour finir, que l'utilisation d'outils, voilà, il y a donc une interaction dynamique, c'est ce qui ressort de cette définition de 2008, une interaction dynamique, et que l'utilisation d'outils permet d'agir sur une situation. Tout ça pour dire que c'est quand même un sacré bazar. Voilà.
c'était la partie sur laquelle j'ai le plus souffert de cette présentation. Bon, j'ai fait cette présentation un petit moment, mais c'était compliqué. Et le problème, c'est que, comme je vous le disais au départ, la science est toujours en progrès, bien heureusement, et selon les observations qu'on va pouvoir faire, peut-être qu'on va se retrouver, mais qui ne correspondent pas à des critères actuels. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que le chercheur qui aura observé ça et qui a quand même bien envie de montrer que c'est de l'outil, il risque de soumettre une nouvelle définition. Et puis si c'est une définition qui est bien foutue, les autres vont se dire qu'il a raison, alors on va l'adopter, et puis il y en a un autre qui va peut-être découvrir autre chose, et ainsi de suite. Donc c'est en constante évolution. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a raison, c'est juste que toutes les définitions ont des nuances. Voilà. Donc, j'ai essayé de simplifier, de vous donner d'autres exemples, parce qu'avec ces définitions, il y a quand même plein de choses qu'on exclut, qui à mon sens valent quand même la peine d'être observées, en tout cas étudiées. Donc, dans d'autres définitions, ce que j'ai pu trouver, c'est que l'on distinguait d'un côté l'utilisation de vrais outils, où il y a une manipulation directe de l'outil lors de l'action. Donc je vous ai mis comme illustration un corbeau de Nouvelle-Calédonie, à gauche, qui est sa petite brindille, et qui va chercher des insectes dans le bras. Donc il tient la brindille, l'outil, et ce qu'il veut atteindre. L'autre exemple qui est assez connu, peut-être que vous en avez vu en démonstration dans des spectacles de rapaces, ce genre de choses, c'est le vautour Percnoptère d'Égypte, avec sa tête jaune, qui est très connu pour utiliser des cailloux pour casser des gros œufs. Donc souvent on leur donne l'exemple avec un œuf d'autruche ou ce genre de choses, il prend un caillou et il le balance. Et donc là, du coup, il y a manipulation directe, c'est-à-dire que l'oiseau va saisir son caillou et qu'il tape avec sur l'objet qu'il veut casser. Voilà. Et l'autre exemple, ce sont donc les chimpanzés qui sont connus pour utiliser là aussi des bâtons pour aller chercher les termites ou d'autres insectes dans les bois. L'autre définition, c'était l'utilisation de proto-outils. C'est-à-dire qu'il y a utilisation, mais pas manipulation directe entre l'outil et l'utilisateur au moment de la réalisation de l'action. L'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple le goéland qui prend son bigorneau et qui va le balancer, un morceau de bigorneau sur le goudron. Il va le balancer de très haut. Je suis d'accord, c'est un peu subtil et au final, est-ce que ça montre que le goéland est beaucoup plus bête que le percnoptère ? Pas sûr. Même exemple avec le héron, là aussi il lance son appât mais il n'interagit pas directement entre l'appât et son bec. Et le dernier exemple, que je trouve mignon, en plus moi j'adore ces piafs-là, ce sont des jardiniers satinés. Ce sont des petits oiseaux que l'on trouve en Australie notamment, et en Nouvelle-Zélande si je ne m'abuse. Et pour charmer leurs femelles, ils forment ce que l'on appelle un bower en anglais, ils font une espèce de petit nid là, d'arche. C'est eux qui font ça, une espèce de courbure. Et pour plaire à leur dulcinée, ils arrangent de très jolis objets devant leur maison. Et donc chaque espèce de jardinier a sa préférence. Le jardinier satiné que je vous ai mis en exemple, il adore le bleu. Donc c'est-à-dire qu'il va trouver tous les détritus que vous avez bien sûr, le but de tout ça. Donc ces objets qu'il a rassemblés, ça peut être des outils parce que ce sont eux qui vont lui attirer les faveurs d'une femelle. Alors oui, il n'y a pas de manipulation directe, c'est pas avec le bouchon bleu qui va rameuter une femelle pour dire « Eh, dis donc, viens par ici, poupée », mais c'est quand même l'utilisation de ces objets qui va lui valoir les faveurs de la femelle. Voilà. Donc, moi, je vais vous donner, parce que autant, quitte à vous donner la blinde de définition, vous allez pouvoir être incollable sur les outils. Hein, vous allez pouvoir briller en société, encore plus. Donc je voulais vous parler des différents types d'outils que l'on peut retrouver, parce qu'il y en a plusieurs, sinon ça serait trop simple. Alors d'abord, vous avez l'outil simple. Donc c'est un seul outil qui est utilisé pour réaliser toutes les actions nécessaires à l'obtention de la récompense. C'est-à-dire que vous avez donc le chimpanzé qui prend sa brindille et qui va chercher ses termites, l'autre, un caillou, et elle prend son coquillage et elle tape sur son ventre pour casser le coquillage. Donc elle a juste besoin de son petit morceau de pierre et elle fait ça. Et l'autre exemple, c'est par exemple la fourchette, le couteau qui vont nous utiliser à atteindre notre nourriture après une chasse effrénée. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'il y a donc compréhension causale quand on utilise un outil, c'est qu'on connaît la fonction et l'effet de l'outil, on sait comment l'orienter, et la position de la récompense et le lieu. C'est-à-dire que le chimpanzé qui prend sa brindille, c'est bien qu'il sait comment il faut qu'il incline, ce qu'il va obtenir au bout en mettant l'outil dans un termitière, et la fonction et donc l'effet escompté. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil combiné.
Cette fois, vous utilisez une combinaison d'outils au même moment afin de réaliser toutes les actions nécessaires à l'obtention de la récompense. Donc, par exemple, l'un des meilleurs exemples, et vous voyez au milieu, là, avec le pelage doré, eux en fait ils sont connus pour utiliser des marteaux et des enclumes. C'est-à-dire... Excuse-moi, est-ce que par exemple tu as une clé USB noire avec un petit tambour rouge qui traîne dans le coin? Non, j'ai ça, mais c'est tout. C'est pas ça, non, elle est pas là. Très bien. On me cherche une clé. Là? Non, mais je peux te piquer la clé que tu as là? Oui, vas-y. Oula, et le machin, attends. Ok, je te remercie. Du coup, j'ai tout cassé. Désolé. C'est pas grave, ça va le faire. Du moment que la porte referme. Donc, excusez-moi pour cette interruption technique. Me revoici. Donc, je vous parlais d'outils combinés. Donc, ces fameux Cebus apella, ces petits capucins qui vivent en Amérique du Sud, ils se nourrissent de noix. J'y reviendrai plus en détail à la fin. Ils se nourrissent ils se gardent une enclume de la bonne taille et ils choisissent des énormes cailloux, et donc c'est la combinaison des deux qui fonctionne, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas juste de taper avec le caillou sur le sol, sur la noix, ils mettent la noix sur l'enclume pour que ça bouge pas et soit plus dur, et ils tapent dessus. Donc c'est l'utilisation de deux outils en simultané. Et il y a la même chose chez les chimpanzés. Donc là aussi il y a une compréhension causale, et on comprend qu'il y a un délai dans l'obtention de la récompense, parce qu'il faut assembler les deux outils avant d'obtenir l'ouverture de la noix, etc. Donc ça demande aussi une anticipation, se dire ça ne fonctionnera que si j'utilise l'ensemble mes deux outils, il y a sans doute aussi un délai avant d'obtenir la récompense. Voilà, donc je suis désolée pour mon PowerPoint qui est un petit peu moche, parce que voilà, en PDF ça n'a pas donné ce que je voulais. Mais qu'importe. Ensuite, on augmente en complexité et on parle d'outils séquentiels. Donc avant on avait outils simples, outils combinés, là on passe à l'outil séquentiel. Afin de réaliser toutes les actions nécessaires à l'obtention de la récompense. Par exemple, des obtentions de ressources difficiles à atteindre comme le miel, ou sous la terre des tubercules, des fourmis, des termites. Concrètement, et c'est plus compliqué, là ça demande une compréhension causale de la chose, qu'est-ce qu'on fait là avec notre outil, et il y a un ordre d'action à mémoriser, à respecter, c'est-à-dire que si on utilise un outil avant l'autre, ça va pas le faire. Pensez à votre dentiste, s'il commence à utiliser la fraise avant d'avoir nettoyé ou avant d'avoir utilisé tel autre outil, ça va pas donner le résultat escompté. Et ensuite, donc il y a le délai dans l'obtention de la récompense, parce qu'il y a plusieurs sous-tâches à réaliser. Un exemple subtil qui existe dans le monde animal, ce sont les chimpanzés, là encore, parce que ce sont des superstars, il faut bien le dire. Eux, ils utilisent tout un tas d'outils perfectionnés pour des tâches données. Donc par exemple, vous avez à gauche, donc ce qui s'appelle le pounder en anglais, et que je vous ai traduit, c'est donc le pilon, c'est l'entrée de la ruche. Et ensuite, vous avez un agrandisseur, enlarger en anglais, et qu'ils utilisent, donc, comme son nom l'indique, à élargir les chambres à miel pour obtenir le miel. Et enfin, vous avez des collecteurs, les bâtons là que vous voyez, collecteurs, avec plein de racines, plein de ramifications, et ils utilisent ça pour récolter le miel, comme on pourrait le faire avec un pinceau, une fourchette, quelque chose de préparé. Et il y a aussi donc les perforateurs qu'ils utilisent pour trouer, et qui sont tous des bâtons différents. Ça a l'air d'être un tas de bâtons identiques, mais quand on les regarde de près, ils ont tous une fonction donnée et une forme différente. Alors, j'ai des vidéos à vous montrer, mais sur le principe, je vous les montrerai tout à la fin, si ça vous va. On va continuer cette espèce de vision des outils pour vous parler des prérequis des outils. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être plus intelligents que les autres, ou qu'est-ce qui fait qu'ils vont utiliser des outils? C'est la question. Petit 1, est-ce qu'ils ont un cerveau plus grand? Est-ce qu'ils sont plus futés? C'est-à-dire qu'ils ont des capacités cognitives, c'est-à-dire tout ce qui est propre à l'apprentissage, à la flexibilité, à la résolution de problèmes. Est-ce que ces animaux-là ont tout ça pour être capables d'utiliser des outils? Ce que l'on a pu observer, c'est que les oiseaux qui utilisent des vrais outils ont un cerveau plus grand que les utilisateurs des proto-outils. Donc notre petit percnoptère de tout à l'heure avec son caillou, il a sans doute un cerveau plus grand que le goéland. Et oui, alors attendez, je vais fermer ma porte parce que... Il y a du bruit. Non, c'est juste le câble. Hop, nous y revoici. Donc,
ont un cerveau plus grand que les utilisateurs de proto-outils. Les cerveaux d'oiseaux sont lisses, alors que nous avons plein de circonvolutions, ce que vous voyez là, les espèces de tours et de détours dans le cerveau humain. Donc c'est une autre zone qu'on appelle le néostriatum. C'est une zone du cerveau des oiseaux, et donc ils ont un néostriatum plus développé. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc sur ce super petit graphique, c'est qu'à droite, vous avez la taille de ce fameux néostriatum, et à gauche, vous avez des familles d'oiseaux, en latin, parce que c'est plus classe. Et ce que l'on observe, c'est que les oiseaux qui utilisent les outils, vous avez les corvidas, c'est-à-dire la famille des corbeaux, comme les corneilles de Nouvelle-Calédonie, et vous voyez la longue barre grise au niveau de la taille du striatum, ce qui montre bien que ceux qui ont des gros cerveaux utilisent des outils. Ça peut sembler lié. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et que c'est toujours plus compliqué que ce que l'on peut imaginer, l'évolution, les sélections naturelles, voilà, il est parti aux Galapagos. Et sur les Galapagos, il y avait des pinsons, des petits oiseaux chanteurs, avec plein de tailles, de formes de becs différents, qui s'étaient adaptés selon ce que les animaux mangeaient. Les oiseaux avec des becs fins pour les insectes, des oiseaux avec des gros becs pour casser des graines, etc. On les appelle aussi des géospises. Ouais, il se fait encore plus classe si vous en parlez au dîner. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a le géospise pique-bois, qui est un petit oiseau qui a tendance à utiliser des épines de cactus pour aller chercher des insectes dans les troncs. Et à côté de ça, il a un cousin très proche, qui s'appelle le géospise minuscule, qui lui ressemble beaucoup, hein, si vous regardez sur les photos, qui lui n'utilise pas d'outils. Et il y a des tests qui ont été réalisés par une équipe allemande, du Max Planck. On confronte ces deux petits oiseaux à des tâches cognitives pique-bois, qui pourtant utilisent les outils, donc on peut se dire qu'il peut être plus futé que l'autre, il n'est pas meilleur. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes résultats pour des tâches de résolution de problèmes et juste de réflexion. Donc au final, l'utilisateur d'outils n'a pas l'air d'avoir de meilleures capacités cognitives que le non-utilisateur d'outils. Donc on est fichu. L'autre prérequis auquel on peut penser, c'est l'environnement social. En effet, est-ce que l'apprentissage social va jouer? Oui. C'est-à-dire que la mère chimpanzé qui sait utiliser sa brindille pour aller chercher les termites, elle va montrer à son petit comment faire. Et le petit, de toute manière, pendant toute sa jeunesse, va la regarder faire et va l'imiter. Donc il va y avoir peut-être une transmission culturelle. Je rentrerai plus en détail, mais la transmission culturelle, c'est un super apprentissage social, dans le sens où une manière de faire vraiment spéciale. Par exemple, il y a plusieurs types d'outils. Et vu qu'on retrouve ça dans des petites populations, on parle de transmission culturelle. Enfin ouais, c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer en détail. Mais la question c'est, est-ce que l'environnement social joue? La réponse est oui, parce que ceux qui savent utiliser des outils vont montrer soit à leurs congénères du même âge, soit à leur descendance comment faire. Mais, car ce n'est jamais simple, il y a aussi de l'apprentissage non social. C'est-à-dire que par essai-erreur, on va se rendre compte si un outil est bon ou non, sans que personne ne nous montre. Par exemple, on va vous donner un marteau avec un manche, un marteau sans manche, vous allez essayer, vous tapez dessus, puis vous allez vite vous rendre compte que le marteau avec manche il est vachement mieux. Et personne ne vous aura montré. Ce qui montre qu'il y aurait une prédisposition génétique à l'utilisation d'outils, aussi avoir un apprentissage social, un tuteur, un démonstrateur qui va accélérer le processus. Donc, c'est encore une interaction des deux, et l'interaction des deux est encore mal comprise. L'autre point qui peut nous poser des questions intéressantes, c'est les conditions écologiques, le milieu dans lequel se trouve votre animal, car comme le disait Virginie, un animal évolue et n'a des adaptations que dans un milieu donné. Étudier un animal détaché de son milieu, ça n'a aucun sens. Ou presque. Ce que l'on sait, c'est que les singes capucins, donc celui de gauche, il y a plusieurs sortes de capucins, de la même espèce, les Cebus apella. Il y a des singes capucins qui vivent en forêt, où il y a quantité de nourriture, avec plein de fruits, plein de choses différentes, qui n'utilisent pas d'outils. En revanche, les singes capucins qui vivent dans un milieu plus aride, où les ressources sont beaucoup plus rares et où il n'y a que ces fichues noix de palmiste si difficiles à ouvrir, eux, ils ont appris à utiliser les outils, car ils en avaient popularisé par Diane Fossey, n'utilisent pas d'outils.
Alors que les gorilles de plaine, on a un exemple, rarement on a un exemple où on voit un singe utiliser un bâton pour se quitter et voir le niveau de profondeur de l'eau. Donc il semblerait qu'il y ait une différence aussi qui soit liée au milieu où vit l'animal et de ses nécessités pour se nourrir, où là l'utilisation d'outils va devenir importante. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certaines populations seulement des fois utilisent les outils. Donc là j'ai un exemple donc avec les fameux dauphins qui utilisent des éponges pour se protéger le rostre quand ils vont chercher de la nourriture dans les coraux pour éviter de se couper, ils se mettent une éponge sur le nez et paf. Et on a observé que ce comportement, donc qui est de l'utilisation d'outils, elle est très limitée dans une population réduite. C'est-à-dire qu'on l'a observé que dans une population de dauphins sur les côtes ouest australiennes. Vous avez la petite carte là. Ce sont juste ces dauphins-là qui savent le faire. Assez dingue, c'est que des chimpanzés ont été observés à chasser d'autres singes avec des lances. Et oui. Et ce que l'on a pu observer, c'est donc que ces chimpanzés, ils se créent des lances, ils se font des pointes en bois, et ils vont chercher des galagos, les petits singes là qu'il y a sur le côté, et ils les plantent et ils les mangent. Voilà, un peu comme nos très 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 lointains ancêtres. Alors les chimpanzés, pareil, Virginie l'a dit avant, les chimpanzés et les bonobos ne sont pas nos ancêtres, ce sont nos cousins. Nous sommes au même niveau d'évolution. S'il vous plaît, ne dites pas de bêtises là-dessus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, à l'heure actuelle, des chimpanzés qui utilisent des lances, on n'en a vu que 10 qui venaient du même groupe au Sénégal. Les autres chimpanzés, on ne les a jamais vus faire. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que les outils apparaissent pour des conditions que l'on pense être une interaction de tout ça. Le milieu. Je vais illustrer un petit peu tout ça, je vais peut-être me dépêcher un petit peu parce qu'avec tout ça je pense que je déborde allègrement, avec des exemples que l'on partage dans différentes espèces animales. Donc on va commencer avec les invertébrés, les poulpes. Il a été observé en 2009, donc là aussi ce n'est pas très vieux, que chez les pieuvres venées du Pacifique, on a observé des pieuvres, donc 20 pieuvres en tout, 500 heures de plongée, donc mine de rien c'est que 20 pieuvres sur toutes les pieuvres du monde, mais bon on l'a observé 20 fois. Enfin non, on a observé 20 pieuvres et seulement 4 d'entre elles le font, donc ça réduit l'effectif. Mais ces pieuvres ont été observées à attraper un bout de noix de coco et à se balader avec au-dessus de la tête. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles gardent ces morceaux de noix de coco, elles se cachent dedans et elles s'en servent pour cachette pour aller attraper des poissons. Donc là aussi je voulais vous montrer la vidéo mais j'ai peur de manquer de temps, donc je vous incite en ligne et vous allez voir ça, c'est assez drôle. On voit donc la pieuvre qui se balade avec son morceau de noix de coco, qui s'enferme comme dans la photo, pouf, et qui reste à l'affût pour aller chercher sa nourriture. L'autre exemple, c'est celui des poissons. Alors il est soumis à plein de débats, parce que si on revient sur des définitions d'outils, ça reste discutable. Mais je voulais vous les présenter quand même. Chez deux espèces différentes de poissons, les labres à nageoires noires et les black spot tuskfish, parce que je n'ai pas trouvé de traduction française pour le tuskfish, donc je ne sais pas si tout le monde s'en fout du tuskfish, mais j'ai pas trouvé d'équivalent, même avec les noms latins. Donc voilà, on a observé deux poissons, un filmé et un photographié, par un plongeur qui par hasard en gros a suivi un poisson, je me dis mais donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et ce qu'il a observé, c'est donc comme vous voyez sur la photo, le poisson il attrape un coquillage dans sa bouche, il va à un endroit précis qui est toujours le même parce qu'on voit des traces de faire exploser et le manger ensuite. Donc c'est selon la manipulation d'outils, il n'interagit pas directement au moment où il casse son objet entre l'outil et c'est un peu le même système que le goéland qui balance son bivalve sur le goût. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'un poisson, mine de rien, ça n'a pas de main. Donc est-ce qu'il peut faire autrement? C'est ça aussi, c'est que notre définition de l'outil, elle est quand même difficile à appliquer à autre chose que du mammifère et parfois de l'oiseau. Alors, question à creuser. En tout cas, selon la définition, c'est pas de la manipulation directe d'outils. Un autre exemple, là aussi soumis à condition, ce que j'aime faire dans le débat, c'est chez les reptiles. Ce sont donc les crocodiles malrais et les alligators américains. Une étude de 2013, donc là aussi je crois. Et ce qu'on observait, c'est que chez 11 animaux,
les crocodiles, à une période donnée de l'année qui est celle de la reproduction des oiseaux qui nichent au-dessus, ils se mettent des brindilles sur le nez. Mais volontairement, ils se mettent des brindilles sur le nez, c'est pas juste ça leur tombe dessus par hasard. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait les oiseaux, ils cherchent désespérément des brindilles pour faire leur nid. Et sauf que les oiseaux, ils sont en très grande colonie, donc en gros, machin, machin et machin, ils ont fait leur nid, donc c'est la pénurie en brindilles. Et ben, les crocodiles, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent des bâtons sur le nez, et ils attendent que les oiseaux désespérés qui n'ont pas trouvé de bâton, ils viennent se servir. Et forcément, quand il y a un oiseau qui arrive, oh bah dis donc, super, je vais pouvoir finir la chambre à coucher, ah paf, le crocodile arrive, et il mange l'oiseau. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à cette période de l'année, les branches sont rares, donc ça exclut l'idée que le crocodile se soit retrouvé avec une branche sur le nez par hasard. Et il y a bien une collecte volontaire sur le nez, les oiseaux venaient. Mais là aussi, il n'y a pas de manipulation directe de l'outil. Il n'utilise pas le bout de bois pour agir directement. Donc voilà. Officiellement, c'est pas l'utilisation de l'outil, mais je trouvais ça intéressant quand même. On arrive dans mes chouchous. Que je suis biaisée, je travaille avec des oiseaux et les oiseaux sont fascinants. Je vais vous parler d'une des superstars en la matière, c'est la corneille de Nouvelle-Calédonie, Corvus monetuloides. Allons-y, ces corneilles, qu'est-ce qu'elles ont d'original, vous allez me dire? Elles sont endémiques, on les trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Elles utilisent des brindilles comme outil et vont chercher des larves dans les troncs d'arbres pour obtenir des insectes. Donc on a fait des études en nature et en oiseaux captifs. Et ce qu'on a observé, et qui est assez dingue, comme les pieuvres, parce que je ne l'ai pas précisé, les pieuvres gardent leur bout de noix de coco avec elles, pour l'histoire de l'utilisation future. Et ben les corneilles de Nouvelle-Calédonie, petites bêtes, elles sont connues pour ça. Mais je vais revenir dessus sur la fabrication d'outils, parce qu'elles ont toutes les qualités, et on va reparler d'elles à toute fin. Et donc pour conclure avec les mammifères, je voulais illustrer le cas donc des petits singes capucins qui sont très étudiés depuis 91 par une équipe italienne. Alors je ne vais pas écorcher son nom, mais notamment une dame qui s'appelle Villacerchi, quelque chose comme ça, qui est une superstar en primatologie et qui travaille là-dessus. Et donc ces fameux singes, comme je vous le disais, ils utilisent à la fois des enclumes et des marteaux, c'est-à-dire deux outils. Un plateau en pierre sur lequel ils posent leurs noix et un marteau qu'ils utilisent pour cogner. Je vous encourage à regarder des vidéos. C'est très drôle et ça demande un effort parce que ce sont des petits singes. Hein. C'est pour vous dire, ces singes-là, c'est pour un rappel pop culture qui s'impose dans les Geek Fairies, c'est le singe. Ah non, je vais dire une bêtise. C'est pas exactement celui-là. Je pense à un chelidé. Et ils transportent des cailloux qui des fois font presque leur poids. Donc ils sont quand même acharnés. Hein. C'est ça qu'il faut garder. Donc ils prennent leurs fameux cailloux, ils les déplacent et ils gardent leur marteau pour plus tard. Donc il y a aussi un coût important parce que ces objets sont très lourds et ils apprennent à sélectionner les pierres selon leurs besoins. Il y a une expérience qui a été faite par cette fameuse équipe de chercheurs où en gros ils soumettaient un choix aux animaux, ils regardaient s'ils choisissaient les cailloux les plus lourds ou les plus légers. Et par défaut, les singes ils prenaient toujours les plus lourds. Sans doute pour se dire, bon, bah, de toute façon, si ça casse avec celui-là, ça cassera aussi avec le plus lourd. Et pourtant, c'est un coût énorme pour un petit singe comme ça de prendre un caillou si lourd et de le traîner sur parfois des grandes distances. On a observé des singes qui se baladaient des cailloux sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Des trucs qui font 3 kilos alors que eux en font 7, quoi. Réobserver, etc. Donc, maintenant on va passer sur la dernière partie de cette présentation. Que je traîne un petit peu, je suis désolée, normalement je l'ai bientôt fini. Les prérequis pour être capable de fabriquer des outils. Tout à l'heure on a parlé des prérequis pour être capable de les utiliser. Fabriquer c'est quand même le niveau au-dessus, parce que ça veut dire qu'on comprend que, que ce dont on a besoin et ce qu'il faut faire pour le réaliser. Donc ça demande une mise en œuvre supérieure. Il faut une compréhension générale de l'environnement. Je suis dans cette situation donnée, dans ce cas donné, de quoi j'ai besoin pour répondre à ma question. On adapte le comportement à une situation nouvelle, c'est-à-dire que des fois, on a besoin d'un outil ou d'un outil nouveau. Est-ce que l'animal va être flexible? Est-ce qu'il va être capable de répondre à un nouveau problème? Et enfin, est-ce qu'il y a transmission de ces informations nécessaires à la création de l'objet aux congénères, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la transmission sociale, que l'on a retenu à l'heure actuelle pour définir la fabrication d'outils.
Alors, comme exemple, on va revenir sur mes chouchous, les corneilles de Nouvelle-Calédonie. Les corneilles utilisent deux types d'outils différents. Elles utilisent les languettes qu'elles coupent dans les feuilles d'un arbre très particulier qu'on appelle le pandanus. Ce sont des, vous voyez en photo, sont des très grandes feuilles qui sont légèrement crantées sur le côté, qui sont très dures. Et en fait, les oiseaux ont appris à découper le côté externe des feuilles avec les petits crans et à les utiliser comme une espèce de, comment on pourrait dire, de hameçon avec des pointes pour piquer les insectes dessus dans les troncs. Et vous voyez à côté, là, les petits bouts, ce sont des outils que l'on a retrouvés utilisés par les oiseaux. Et il y a en plus des complexités différentes de ces outils selon l'endroit. Il y a des oiseaux qui font des outils droits, d'autres qui en font des en escalier, d'autres qui sont courbés, etc. Et chaque population enfin pas chaque, mais il y a plusieurs populations de corneilles, pardon, qui utilisent des outils différents. Donc c'est très intéressant. Et ils utilisent en plus de ça un autre type d'outils qui sont là des crochets. Alors j'ai montré une photo pour que vous voyez comment ils les construisent. Donc là aussi ils prennent des branches et vous voyez ils coupent side twig, c'est la brindille de gauche, enfin de côté. La tool twig, c'est celle qu'ils vont garder comme outil. Et puis bah, du coup ils coupent break 1, break 2, ils cassent à deux endroits, ils enlèvent toutes les feuilles. Donc ça leur demande du boulot et ils gardent juste le petit crochet qui était à la jonction entre la side twig et la tool twig. Et c'est ce petit crochet qu'ils vont utiliser pour pareil aller pêcher les insectes dans le bois. Donc c'est pas en plus le premier bâton qu'ils trouvent, quoi. Ils le fabriquent vraiment. Et donc, un exemple qui a été fait aussi en laboratoire à Oxford, c'est que l'animal va être capable de comprendre généralement l'environnement, c'est-à-dire que si on lui laisse le choix entre par exemple un bout de papier et un morceau de fer pour aller chercher un verre dans un tube en plexiglas, il va comprendre que le papier ce n'est pas du tout adapté pour ce qu'il veut faire et il va choisir le fil de fer pour faire son outil, sans avoir été entraîné au préalable. C'est la première fois qu'on lui propose un bout de papier et un bout de fil de fer pour répondre à ce problème-là, et tout seul il a compris que le fil de fer était adapté, le bout de papier non. Donc ça répond à premier prérequis, la compréhension générale de l'environnement. Et donc, cet fameux exemple, là aussi, allez voir la vidéo, elle est sur YouTube. C'est Betty, car elle a un petit nom, et l'expérience est dingue, je crois que ça a valu un science à Betty en fait avait son fameux morceau de fil de fer tout droit, et elle avait le problème que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'elle avait un tube en plexiglas, et le petit seau que vous voyez, en fait il y a un seau avec une tige au-dessus, et la seule solution pour aller récupérer la super récompense alimentaire dedans, c'était de faire une espèce de hameçon, enfin de crochet pour aller pêcher ce petit seau. Parce qu'avec le morceau droit, bah, elle avait beau le mettre, ça marchait pas. Et ça, c'était assez dingue. L'oiseau, on lui a juste donné son morceau de fil de fer, on lui a jamais rien expliqué, jamais rien montré. Et en plus, c'est un animal, il me semble, élevé en captivité, donc je suis pas sûre qu'il ait été élevé par ses parents. Et vous voyez l'oiseau à l'image qui prend son morceau de fil de fer, qui le tord contre le bord de la petite boîte bleue, qui en fait un hameçon et qui l'utilise tout de suite pour aller pêcher son seau et récupérer la nourriture. Voilà, et ça c'est l'adaptation à une situation nouvelle, c'est le deuxième prérequis. La transmission sociale, est-ce que l'on a pu observer chez ces oiseaux que les oiseaux élevés en isolement sans leurs parents, ils apprennent à faire des outils malgré tout, au bout de la même période de temps que ceux élevés avec des démonstrateurs, qui sont là pour leur montrer comment faire, c'est-à-dire au bout de 60 à 70 jours environ, ce qui est quand même pas beaucoup. 60 à 70 jours environ, ça fait 2 mois et demi de vie. Bah, les bébés corneilles de Nouvelle-Calédonie, ils savent faire des outils. Enfin, en tout cas, ils apprennent à le faire. Donc, même un oiseau auquel on ne montre rien, il va apprendre à utiliser des outils tout seul. En revanche, ce qu'on a pu voir, c'est que seuls les oiseaux qui étaient élevés avec des démonstrateurs pour leur montrer étaient capables de fabriquer les 3 variantes de l'outil. C'est-à-dire que quand ils sont tout seuls, ils savent faire un outil. Quand ils ont quelqu'un pour leur montrer, ils peuvent faire les 3 nuances possibles. Donc là aussi, il y a transmission sociale, et c'est donc le troisième prérequis. Un dernier exemple pour conclure là-dessus, c'est un exemple beaucoup plus récent qui date de 2012. Et quand on regarde
la configuration spécifique de la Nouvelle-Calédonie, c'est logique pour elle de savoir utiliser des outils. Dans le sens où, en Nouvelle-Calédonie, outre que ce soit une île, que donc, les animaux ont dû s'adapter, qu'ils avaient moins de concurrence que sur le continent d'un point de vue nombre d'espèces disponibles, il n'y a pas de pivert, il n'y a pas de pic d'aucune sorte en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'il y a plein de superbes insectes juteux dans les troncs d'arbres et que personne n'est équipé d'un point de vue morphologique pour aller les chercher. Et c'est pour ça que les corbeaux, pouf, ils ont rempli cette niche qui normalement est occupée ailleurs pour utiliser des outils et aller chercher cette nourriture. Donc, jusque-là, c'est logique. Les corneilles, on le savait, elles utilisent des outils. Les corneilles de l'économie, parce que à cause de l'environnement et à cause des ressources en nourriture disponibles, elles ont été obligées de s'adapter et utiliser donc ces ressources que personne n'utilisait. En revanche, leurs cousins perroquets, qui sont loin d'être un crâne de Piaf, et bien ces fameux cacatoès, donc ici les exemples de cacatoès de Goffin, et bien les cacatoès et les perroquets, on ne les a jamais observés faire des objets. Ils savent faire plein de choses, hein. Ils savent associer des trucs, ils savent parler, ils savent prendre en compte la perspective de leurs camarades. Enfin, les perroquets sont très 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 futés. Mais on ne les avait jamais vus utiliser d'objets. Après on peut se dire, ils n'ont pas besoin au final. Ils ont un bec énorme, ils peuvent casser plein de trucs avec, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un outil? Ce qui a changé le monde, ou presque, c'est qu'on a observé en 2012, donc dans l'équipe d'Alissa Washberg à Vienne, un cacatoès tout seul, Figaro, que vous voyez en haut à droite, qui en fait était testé. On lui a mis une cacahuète à l'extérieur de sa cage. Donc bon, lui il était un peu là, genre, la cacahuète, j'aimerais bien quand même. Et en fait, pareil, la vidéo est disponible sur YouTube. Personne ne lui fait un petit morceau d'écharpe de bois là devant lui, il arrache un bout de bois, et il l'utilise pour ramener la cacahuète à travers le trou de la grille, et il mange sa cacahuète. Ce qui était donc une utilisation et une fabrication d'outils. Un truc assez dingue quand même. Ah, je sais pas si vous... Parce que là vous dites, c'est côté perroquet, on s'en fout. Mais non, c'est un truc fou. C'est une espèce qu'on n'avait jamais vu utiliser des outils, et paf! Donc voilà. Mais elles ne se sont pas arrêtées là, forcément. Ça a été, waouh, les cacatoès, les perroquets potentiellement savent utiliser les outils. Elles se sont posé la question, donc les chercheuses qui travaillent avec, si ils remplissaient tous les critères de la fabrication d'outils. Et ils ont voulu voir s'ils étaient capables de transmettre ce savoir-là. Alors, dans le groupe de perroquets, parce que c'est un groupe de perroquets captifs, ils sont 12, je crois, ou 20, je ne sais plus, enfin, 12 ou 15 peut-être. Un seul du groupe le faisait, c'est le fameux Figaro. Donc ils ont testé Figaro. Donc vous voyez l'image en dessous, il y a un perroquet qui est à l'arrière-plan, qui est Figaro dans une cage, et un autre perroquet qu'on a testé. On le met avec du grillage, avec une cacahuète hors de portée, et on le laisse fabriquer lui-même un outil et aller atteindre la cacahuète. Et on lui laisse un de ses petits camarades en spectateur, et on veut voir si celui qui regarde va être capable de reproduire. Et il s'avère que oui. C'est-à-dire qu'après ces séances d'expérience, les autres perroquets du groupe ont appris à utiliser et fabriquer des outils. Donc voilà. Il semblerait que les cacatoès savent faire plein de choses et puissent transmettre les outils. Je dis au revoir, je rends la caméra. Les soucis techniques nous ont empêché de vous passer la vidéo, mais la vidéo que je vous conseille d'aller voir, c'est Termite Fishing avec Jane Goodall. Vous avez les vidéos des capucins qui cassent leurs outils, la pieuvre qui est quand même fun, les poissons, et pour finir, je vous conseille d'aller voir Alissa Washberg et Figaro. Vous tapez Figaro. Voilà, sur ce, j'espère que l'utilisation d'outils, ça vous a intéressé, ça vous a appris des choses, ça vous a émerveillé, ça vous a dit que nous étions que des animaux parmi tant d'autres et qu'il ne fallait pas les prendre pour la moitié d'un seau. Et écoutez, je vais vous laisser là, je vais remballer mon petit matériel et je vais retourner sur la Fandom Zone pour la suite de cet après-midi endiablé. En attendant, prenez le temps de réfléchir, profitez de la vie et à plus tard. Salut!